La Perse antique. Une contrée fière, surprenante, irréductible. Pendant des siècles, cet empire aux conquêtes et aux richesses inégalées est resté nimbé de mystères. Pour créer l'empire le plus vaste de l'époque, il fallait forcément des compétences militaires. De la Méditerranée jusqu'en Asie, cette civilisation a été dirigée par des meneurs d'hommes exceptionnels, ambitieux et tout-puissants. Cyrus le Grand est l'un des rares à mériter cette épithète. L'Empire perse a enfanté d'incroyables merveilles telles que le monde n'en avait jamais vues. Des palais somptueux au milieu du désert, des routes, des ponts et des canaux. Tout le monde a entendu parler du canal de Suez, mais du canal de Darius. Après l'apogée, viendra le temps du déclin. L'ancienne rivalité avec la Grèce se cristallisera dans un conflit épique qui changera le cours de l'histoire et façonnera le monde pour des millénaires. « 330 avant Jésus-Christ. Un jeune roi macédonien conquiert l'Empire perse et fait entrer son armée d'invasion dans sa fabuleuse capitale, Persépolis. Ce roi, c'est Alexandre le Grand que les souverains perses fascinent. À la tombée du jour, les Grecs célèbrent leur victoire dans une joyeuse beuverie. Au petit matin, Persépolis, le joyau de l'Empire perse avec ses merveilleux palais, est réduit en cendres. Plus de 2500 ans plus tard, ces colonnes, encore debout, témoignent du développement vertigineux que cet empire oublié a connu. Pour moi, la Perse, c'est le luxe, les riches tapisseries, les splendides tapis et la grosse peluche qui sert de chat à ma mère. Mais c'est aussi un roi formidable, Cyrus le Grand, défenseur de la tolérance religieuse et culturelle, qui a libéré les Juifs de Babylone. Je suis Peter Weller. Bienvenue en Perse. Vers l'an 4000 avant notre ère, deux tribus nomades se fixent sur le plateau iranien, les Mèdes au nord et les Perses au sud. Par nature, elles se soucient plus de survie que de conquête. En se sédentarisant, elles doivent apprendre à cultiver ces terres. Mais pour cela, il leur faut trouver de l'eau. Sans leur système d'irrigation et d'adduction d'eau, les premiers Perses auraient pu tomber dans les oubliettes de l'histoire. Ce qui est remarquable, c'est que cette eau, ils ne l'ont pas trouvée dans des rivières ou des lacs. Non, ils l'ont fait surgir du cœur de la roche. La Perse est née sur une terre rude et inhospitalière, à force de génie et de détermination. Il y a 3000 ans, des peuples nomades ou semi-nomades parcourent les étendues arides du plateau iranien. Pour trouver de l'eau, il faut marcher longtemps. Un mage sourcier est chargé d'imaginer un moyen pour l'amener jusqu'à son peuple. Armés d'outils rudimentaires, ces hommes vont poser le premier jalon de l'Empire. Un réseau révolutionnaire de canaux souterrains appelé Qanat. Ils exploitent la topographie du pays pour capter l'eau des monts Elbourz. Des puits verticaux sont creusés. Puis un tunnel horizontal est dégagé vers l'amont sur une courte distance. Là, un nouveau puits est percé et le tunnel est prolongé. L'eau est parfois à 20, 30 ou 40 km de distance. Il faut beaucoup de savoir-faire pour que le tunnel de captation suive bien la couche de terrain aquifère jusqu'en haut de la montagne.
L'inclinaison du canal souterrain est cruciale. Une unité d'élévation pour 100 unités à l'horizontale. Pas trop raide pour ne pas éroder le lit du canal souterrain et pas trop plate pour que l'eau puisse s'écouler. 2000 ans avant les célèbres aqueducs de la Rome antique, les Perses amenaient l'eau sur de longues distances dans des régions chaudes et arides avec un minimum de fuite et d'évaporation. L'eau, c'est la vie. Et les voisins des Perses n'ont pas tardé à être attirés par le savoir-faire leur permettant de la trouver et de la canaliser. Vers l'an 700 avant Jésus-Christ, ces tribus se fédèrent autour du clan du légendaire Achéménès, dont la dynastie atteindra son apogée sous le règne de Cyrus le Grand. Cyrus a créé et fait prospérer un empire grâce à ses talents de stratège et de fin politique. C'était un chef excellent et bienveillant. Les historiens l'ont dit humaniste. Les Juifs voyaient en lui un messie. Ses concitoyens l'appelaient père. Et même les Grecs des îles Ioniennes qu'il avait conquises le trouvaient juste et éclairé. En 550 avant Jésus-Christ, Cyrus le Grand crée l'Empire perse. C'est le début de la dynastie achéménide qui changera le cours de l'histoire et offrira au monde des merveilles architecturales. Parmi les figures qui ont imprimé leur marque sur l'histoire, Cyrus le Grand est l'un des rares à mériter cette épithète, à mériter d'être appelé le Grand. L'empire que dirigeait Cyrus était le plus vaste de l'Antiquité, peut-être même de tous les temps. En moins 554, Cyrus a déjà écrasé tous ses rivaux. Il est désormais le maître incontesté de la Perse. L'heure est venue de conquérir le monde. Pour son empire, il veut une capitale magnifique, digne de son envergure croissante. En moins 550, Cyrus lance un projet de construction extrêmement ambitieux, celui de la première grande capitale de l'Empire perse, Pasargade, sur le territoire de l'Iran actuel. Cyrus était un bâtisseur d'un nouveau genre. Il voyait les choses en grand. On retrouve dans ses projets architecturaux des emprunts aux techniques rencontrées lors de ses conquêtes. Les Romains ne feront pas autrement quelques siècles plus tard. Ils emprunteront les meilleures idées des cultures des peuples soumis, se les appropriant pour les développer de façon originale. À Pasargade, on ressent l'influence de contrées aussi lointaines que l'Assyrie, l'Égypte ou les cités d'Asie mineure, à des milliers de kilomètres. Il y avait des tailleurs de pierre, des menuisiers, des briquetiers, des sculpteurs de bas-relief, et on sait qu'ils venaient de tout l'Empire. Aujourd'hui, plus de 2500 ans plus tard, il ne reste que des ruines de ce qui fut autrefois une capitale rayonnante, la première de la Perse. 2 palais extraordinaires entourés de jardins et d'un parc majestueux faisaient l'orgueil de la ville. C'est là qu'apparaît le premier Péridésa, d'où découle le mot paradis, et qui n'est autre que le somptueux jardin persan, avec son plan en croix caractéristique. Près de 100 mètres de canaux en calcaire relient des petits bassins disposés tous les 15 mètres. Les jardins paradisiaques de Pasargade en inspireront beaucoup d'autres de par le monde, et ce, pendant les 2 millénaires qui suivront. Le Péridésa est original de par sa disposition géométrique, avec des carrés, des motifs rectangulaires, des massifs, des cyprès, des rosiers, des lys et toutes sortes de plantes. C'est déjà le concept du parc moderne tel que nous le connaissons. Pendant la construction de Pasargade, Cyrus agrandit son empire à coups de conquêtes.
Cependant, voilà un roi qui se distingue des autres. Il refuse de réduire en esclavage ses nouveaux sujets. Une idée révolutionnaire en ce temps-là. Il reconnaît aux croyances locales le droit d'exister et il leur permet de perdurer. En moins 539, Cyrus prend Babylone, mais choisit d'entrer dans la ville en libérateur, venu sauver le peuple du despotisme. Il y accomplit un acte sans précédent. Il libère les Juifs maintenus en captivité par les Babyloniens depuis la prise de Jérusalem par Nabuchodonosor. Bien sûr, on peut dire avec le recul que Cyrus cherchait à créer un État tampon entre son empire et l'Égypte hostile. Et après ? Avant lui, personne n'avait jamais fait une chose pareille, ni après lui d'ailleurs. Voilà pourquoi il est le seul gentil de la Bible à être qualifié de Messie. Un éminent humaniste d'Oxford m'a dit un jour, Cyrus a toujours eu bonne presse. C'est une remarque très pertinente. Hélas, avant de pouvoir lancer la campagne qui aurait fait de la Perse la superpuissance de l'Antiquité, Cyrus le Grand meurt sur le champ de bataille en 530 avant Jésus-Christ. Il n'a pas vécu assez longtemps pour montrer toute sa valeur. C'est un peu comme Jules César. Lui aussi est mort trop tôt, assassiné avant d'avoir unifié l'empire qu'il avait conquis. Lorsque Cyrus meurt, l'empire perse a 3 capitales: Babylone, Suse et Ecbatane. Mais il a choisi d'être enterré à Pasargad, la ville qu'il a créée, dans une tombe qui lui ressemble. Son tombeau est très dépouillé. Il est à son image, simple, élégant. Cela montre l'humilité de cet homme. Les architectes de Cyrus ont conçu un ouvrage très épuré en pierre de taille. Sur une terrasse de dalles rectangulaires, ils ont installé des rampes et des poulies pour ériger un mausolée de près de 11 mètres de haut. Le tombeau de Cyrus est un monument très simple, bien modeste pour un homme qui avait créé le plus grand empire de ce temps-là. 25 siècles ont passé et il est remarquablement conservé. 30 années durant, aucune puissance n'a pu résister à Cyrus le Grand. À présent, son trône est vacant. Une lutte féroce pour le pouvoir s'engage. L'Empire sombre dans le chaos. L'avenir de la Perse est incertain. La rivalité entre les prétendants au commandement suprême est à son comble lorsqu'un brillant général, lointain cousin de Cyrus, accède au trône. Il met fin aux troubles et reprend les rênes de l'Empire. Son nom, Darius. Sans doute le plus grand roi que la Perse ait connu. Et l'un des plus grands bâtisseurs de tous les temps. Sitôt sur le trône, Darius se met au travail. Il fait reconstruire la vieille capitale, Suse, et y ajoute de superbes bâtiments ornés de briques vernies. Au point que la magnificence de la ville sera citée dans la Bible. Lorsque les Grecs évoquent les palais perses, ils mentionnent toujours Suse. Même le livre d'Esther dans l'Ancien Testament y fait référence. Mais ce que le nouveau roi de Perse désire, c'est une capitale bien à lui. En 518 avant notre ère, Darius lance l'un des projets les plus ambitieux de l'Antiquité. Au nord-est de la ville actuelle de Shiraz, il crée Persépolis, ce qui signifie la ville perse en grec. Un vaste ensemble palatin érigé sur une plateforme monumentale
y symbolise la grandeur de l'Empire. C'est une terrasse immense de plus de 125 000 mètres carrés qui a nécessité un réaménagement du terrain. Il a fallu niveler et construire un mur de soutènement. Darius voulait que la cité se voie de loin. Une ville construite sur une terrasse est visible à distance. Elle gagne en majesté, elle en impose. Persépolis est un défi architectural colossal, avec ses murailles de plus de 18 mètres de haut, épaisses de 10 mètres, et ses bâtiments aux colonnes richement décorées. Le chantier mobilise des milliers d'architectes, d'artisans et d'ouvriers venus des 4 coins de l'Empire, ainsi que des tonnes de matériaux. Dans l'Antiquité, de tels projets sollicitaient de véritables armées d'esclaves. Mais Darius, comme Cyrus avant lui, préfère rémunérer le travail des bâtisseurs. Chaque ouvrier recevait son dû. Chaque ouvrière aussi, puisqu'il y avait des femmes. Tous étaient payés en fonction de leurs tâches. Aucune dépense n'est épargnée. Persépolis sera un monument à la gloire de la Perse. Il ne faut pas oublier d'où viennent les Perses. À l'origine, c'étaient des tribus nomades qui vivaient sous la tente et élevaient le camp du jour au lendemain. Peu à peu, ils ont amélioré leurs tentes. Et c'est ce qu'on retrouve à Persépolis. Le palais de la Padana n'est ni plus ni moins qu'une sorte de tente en pierre. La Padana est la magnifique salle d'audience de Darius. Les poteaux de bois qui soutenaient les toiles de tente deviennent des colonnes en pierre. Les tentures du toit sont remplacées par des toitures en cèdre. Donc on retrouve les origines nomades dans l'architecture perse. Mais il n'y a pas que ça. Les palais de la ville sont ornés d'or et d'argent, de tapisseries coûteuses et de céramiques colorées. Les murs se parent de bas-reliefs décrivant les visites d'ambassadeurs des régions conquises. La cité abrite d'autres réalisations tout aussi spectaculaires, bien que moins visibles, comme un réseau d'adduction d'eau et d'égouts sans pareil. Avant de niveler le sol, les ingénieurs de Darius ont construit un système d'égouts qui a ensuite été recouvert. L'eau, elle, arrivait par le réseau de Qanat. Et le système de drainage emportait les effluents. Ça se passait sous la ville, à l'abri des regards. Parallèlement à sa campagne de grands travaux, Darius poursuit l'expansion de l'Empire. Sous la conduite éclairée de son roi, la Perse devient un empire gigantesque. Elle englobe les territoires actuels de l'Iran et du Pakistan, des bouts d'Afghanistan, l'Arménie, la Turquie, l'Égypte, la Syrie, le Liban, la Palestine, la Jordanie, une partie de l'Asie centrale. Un sacré territoire. Pour relier les confins de l'Empire, Darius décide de lancer 2 projets audacieux. Une route de près de 2500 km et un canal entre la mer Rouge et la Méditerranée. L'Empire, il est vrai, a atteint des proportions ahurissantes. Darius Ier doit à présent le consolider et l'unifier. En 515 avant notre ère, il ordonne la construction d'une immense route en pierre qui traversera l'Empire de part en part. Longue de près de 2500 km, reliant Suse à Sardes, elle reçoit le nom de Voie royale. C'était un exploit en soi. La voie franchissait des montagnes, des forêts, des déserts. Le sol était damé pour le durcir. Il n'avait pas d'asphalte, mais il savait tasser du gravier sur la chaussée.
Une route en pierre est indispensable dans les zones où l'eau affleure. Cela évite de se retrouver prisonnier de la boue. Mais pour ça, il faut surélever la route et disposer une première couche de matériaux capable d'absorber l'eau sans que la chaussée soit emportée. Sur cette voie royale, 111 relais sont installés. Tous les 25 km environ, les voyageurs peuvent se nourrir, se reposer et changer de chevaux. Leur sécurité est assurée par des gardes postés le long de la route. J'ai quelques questions pour mon ami Lloyd Llewellyn Jones. Voyager sur cette voie était-il sans danger? Grosso modo, oui. Darius réussit là une chose extraordinaire. Rendez-vous compte, nous sommes ici en Turquie, et bien la route partait d'ici et menait directement au cœur de l'Iran. Pas mal. C'était rapide? Si on voyageait à cheval et qu'on changeait de monture à chaque relais, tous les 25 km, on y arrivait en 6 ou 7 jours. Donc on pouvait transmettre des messages. Bien entendu, sans compter que pour le commerce, c'est l'idéal. En plus, ce n'est pas une route toute simple. Son tracé franchit les cours d'eau, comme le Tigre. À l'aide d'un bac? Tout à fait. Elle s'accroche au flanc des montagnes, longe des rivières. Elle n'a pas de système de drainage comme les voies romaines qui viendront plus tard. Donc pas de caniveau? Non, rien de la sorte. Elle faisait environ 6 mètres de large avec des gravillons par-dessus. L'idéal pour les chevaux et les attelages. C'était une voie rapide. Merci de nous avoir éclairés sur cette route incroyable. Darius ne s'arrête pas là. Il veut contrôler plus étroitement un territoire connu pour ses richesses, l'Égypte. Et il est bien décidé à y ouvrir une nouvelle voie. Ses ingénieurs sont chargés d'achever le canal des Pharaons entre la mer Rouge et le delta du Nil. Tout le monde a entendu parler du canal de Suez, mais du canal de Darius. Darius ouvre un canal d'ouest en est entre la mer Rouge et le Nil. Forts de leur connaissance, les ingénieurs de Darius font percer le canal à l'aide d'outils en bronze et en fer. Le sable est dégagé, le fond couvert de pierres et la voie ouverte à la navigation. Il faudra 7 années de travail et une armée de tailleurs de pierres et d'ouvriers égyptiens pour achever ce canal de près de 200 km. C'était un canal en pointillé. Sur certains tronçons entre le Nil et la mer Rouge, les navires étaient hissés hors de l'eau et allaient sur la terre ferme jusqu'à la portion suivante du canal, où ils reprenaient leur navigation. Darius a dit « J'ai conquis l'Égypte. J'ai ordonné que ce canal soit creusé depuis le Nil jusqu'à la mer Rouge et des bateaux y ont navigué. » En l'an 500 avant notre ère, la Perse est le plus vaste empire que le monde ait connu. Plus vaste encore que celui de Rome à son apogée, 4 siècles plus tard. L'appétit de conquête de ce royaume invincible commence à effrayer une puissance émergente de la Méditerranée, celle des cités-États grecques. Un peu de géographie. Derrière moi, c'est la mer Noire. Là, c'est le détroit du Bosphore. Ici, je suis en Asie. Et de l'autre côté, là-bas, c'est l'Europe. En 494 avant Jésus-Christ, Darius soumet quelques villes de la côte turque qui se sont soulevées, soutenues par Athènes. Pour donner une leçon à cette dernière, il décide de l'attaquer. Mais comment faire? Il doit traverser le détroit. Pour cela, il jette un pont flottant sur des bateaux rangés bord à bord entre ces deux promontoires. Hérodote raconte qu'ainsi 70 000 hommes ont pu être lancés contre la Grèce. Incroyable! Les ingénieurs perses relient les 2 rives du Bosphore en échouant des navires côte à côte en guise de fondation. Puis, ils construisent une route au-dessus
entre l'Asie et l'Europe. La chaussée était en planche posée sur une couche de terre battue ou de bois sec qui assurait la stabilité de l'ensemble. Pour que les navires n'oscillent pas, ils ont dû utiliser un système d'ancre pas trop lourde pour ne pas les endommager. La chaussée est restée intacte malgré le passage de l'armée et la mer agitée dans cette zone. Une belle réussite bien avant l'ère de l'informatique. Fin août de l'an -490. Darius est entré en Grèce. Il a déjà pris la Macédoine. À présent, il s'apprête à combattre le général grec Thémistocle et son armée d'Athéniens et de Corinthiens à Marathon. Les Perses sont nombreux, 60 000, 140 000 hommes, voire plus selon la propagande des uns ou des autres. En gros, les Grecs se battent à 1 contre 10. Selon Hérodote, le soldat Phidippides fut envoyé à Sparte pour chercher de l'aide avant la bataille de Marathon. Il y parvint le lendemain de son départ d'Athènes, après avoir parcouru au moins 200 km. Les deux armées se font face de part et d'autre d'une vaste plaine. L'affrontement paraît favorable aux Perses, plus nombreux. La première guerre médique commence. Un petit groupe de Grecs attaque l'ennemi, semblant se jeter dans la gueule du loup. Mais le reste des forces grecques se divise en deux et ouvre deux autres fronts. Entraînés dans un piège sanglant, les Perses accusent des pertes sévères. Ils battent en retraite. Pour les Grecs, c'est une grande victoire. Pour les Perses, un simple contretemps sur le chemin de la domination du monde. Darius rentre chez lui pour se consacrer à la consolidation de Persépolis. Mais il n'y parviendra pas. En -486, Darius meurt alors qu'il s'apprête à mater une rébellion en Égypte. Il laisse derrière lui un empire qui redéfinit les notions mêmes de puissance et de gloire. Pour éviter les luttes de pouvoir, Darius a pris soin de nommer son successeur. Ce sera son fils, Xerxès. Difficile de succéder à Cyrus l'innovateur et à Darius l'expansionniste. Mais Xerxès attendait son heure depuis longtemps. Il écrase une rébellion à Babylone et une autre en Égypte, puis s'attaque aux Grecs. C'est un peu une revanche. Certains historiens disent que c'était une campagne préventive, d'autres qu'il voulait finir l'œuvre de son père. De leur côté, les Grecs ne sont plus du tout intimidés par les Perses après leur victoire à Marathon. Xerxès s'adjoint les forces navales carthaginoises et décide de vaincre les Grecs en mer. Voilà 10 ans que les Grecs ont défait les Perses à Marathon. Xerxès, le fils de Darius, règne sans partage sur son empire et il veut venger l'affront. La Grèce commence à peine à s'imposer. Cette coalition de cités-États très différentes, démocratiques ou tyranniques, trouve sa cohésion dans une même haine de la Perse. Une nouvelle guerre médique se prépare. Son issue changera le cours de l'histoire. Pour les Grecs, tous les peuples étrangers étaient des barbares. Le clivage entre Est et Ouest, qui continue aujourd'hui, a commencé avec les Perses et les Grecs. Dans l'histoire militaire, l'invasion perse de la Grèce est un fleuron de stratégie et de technique. C'est une attaque massive, avec un assaut sur terre et sur mer, qui nécessite des trésors d'ingéniosité. Xerxès veut que ses forces entrent en Grèce par l'isthme de Corinthe.
Le roi ordonne à ses ingénieurs de trouver le moyen de percer les défenses grecques. Il veut mettre à profit l'immense savoir-faire des Perses en matière de grands travaux. Un défi encore plus grand attend les généraux et les architectes de Xerxès. L'immense armée perse doit franchir le détroit des Dardanelles, large de 2,5 km. Aujourd'hui encore, on reste ébahi devant l'audace du génie militaire perse. S'inspirant des exploits de son père, Xerxès ordonne la construction d'un double pont flottant traversant le détroit, qui surpassera celui que Darius avait jeté au-dessus du Bosphore. Les Perses ont aligné 674 bateaux bord à bord. Les stabiliser n'a pas dû être une mince affaire. Le détroit est loin d'être calme. La mer y est agitée. Des câbles maintenaient les bateaux alignés, sans doute deux, jetés entre l'Asie et l'Europe. Les troupes qui ont emprunté ce pont étaient très nombreuses, 240 000 hommes peut-être. Les cordages donnent au bateau un minimum de flexibilité pour résister à la mer turbulente. Le pont est segmenté en paires de bateaux reliés par des planches. Ainsi, la chaussée flottante peut épouser les vagues et absorber la houle. Puis, les ingénieurs perses construisent une plateforme au-dessus des bateaux. Dernière étape, l'installation d'une chaussée. C'est une véritable route qui franchit l'Hellespont. N'oubliez pas que des milliers de cavaliers, dont certains lourdement cuirassés, ont dû emprunter ce pont. Le système était incroyablement stable. Et Xerxès a traversé avec son armée sans problème. Les bateaux n'ont pas bougé. Pendant un court moment, l'Europe et l'Asie n'ont fait qu'un. Après 10 jours de travaux, le pont est terminé et Xerxès foule le sol européen. Toute son armée traverse, lourdement chargée, avec des chevaux, et pourtant le pont ne bouge pas. Ni le poids des hommes, ni les eaux agitées du Bosphore n'ont raison de lui. La stratégie de Xerxès est simple. Submerger les Grecs sur terre et sur mer grâce à l'avantage du nombre. Une fois de plus, Thémistocle dirige l'armée grecque. Il sait qu'il ne peut vaincre les Perses sur terre. Aussi décide-t-il de piéger leur flotte. À l'insu des Perses, il quitte le champ de bataille avec le gros de ses troupes, ne laissant que 6000 Spartiates derrière lui. Les Grecs choisissent le lieu du premier affrontement, les Thermopyles, un col de montagne si étroit qu'il ne peut être franchi que par un chariot à la fois. Des jours entiers, l'immense armée perse est coincée du mauvais côté de la passe, comblant les vœux des Grecs. Comme son père avant lui, Xerxès va tomber dans le piège tendu par les Grecs. Lorsque les Perses franchissent enfin les Thermopyles, ils exterminent le petit contingent que Thémistocle a laissé derrière lui. Mais lorsque Xerxès parvient à Athènes, c'est pour la trouver déserte. Convaincu d'avoir été dupé, il décide de se venger. Alors que des générations de rois perses se sont distingués par leur tolérance, il donne l'ordre de brûler Athènes. Xerxès regrette aussitôt son geste et dès le lendemain veut faire reconstruire la ville. Mais ce qui est fait et le spectre de ce tragique épisode viendra hanter la Perse près de 200 ans plus tard. Cependant, la guerre n'est pas terminée. Thémistocle tisse sa toile et attire la flotte perse dans la baie de Salamine.
Là, il lance une attaque surprise. Le piège se referme sur les navires de Xerxès, incapables de manœuvrer dans l'étroite baie. Les Grecs lancent leur puissante trirème contre l'ennemi. C'est une victoire décisive. Xerxès rentre chez lui vaincu. Désormais, la Perse n'est plus invincible. Seul instant de grâce de la défaite de Salamine, Artémise, reine d'Halicarnasse, participe au combat à la tête d'un navire. Elle feinte les Grecs et parvient à prendre la fuite. Sa bravoure impressionne Xerxès, qui se serait écrié « Mes hommes sont devenus des femmes et mes femmes des hommes ». Les guerres médiques marquent le début de l'âge d'or d'Athènes. L'empire perse, lui, vacille. Ce sera un jeune prince, fervent admirateur des grands souverains perses, qui lui portera le coup fatal. Mais l'empire a encore de beaux jours devant lui. En 465 avant Jésus-Christ, Xerxès meurt assassiné. Son fils, Artaxerxès, lui succède, bien déterminé à redorer le blason de la Perse. Il s'attaque au chantier initié par son grand-père, Darius Ier. 40 ans après le début des travaux, Persépolis est toujours inachevée. Artaxerxès décide d'édifier un palais époustouflant, celui des 100 colonnes. Ce palais a la forme d'un carré presque parfait de 60 mètres de côté. Les colonnes de Persépolis ont ceci de remarquable que lorsqu'on regarde leur fût monté à plusieurs mètres de hauteur, on ne voit pas une pierre qui dépasse. Rien. Elles sont parfaitement verticales. À l'époque, ils travaillaient avec des outils primitifs, des mailles en pierre et des ciseaux en bronze. C'est tout. Mais les cannelures sur les colonnes sont taillées avec une telle précision qu'on y voit la marque d'artisans de grand talent. Les colonnes sont constituées d'un empilement de segments appelés tambours. On installait des échafaudages autour de la base de la colonne, puis à l'aide d'une grue, on mettait chaque tambour en place. N'importe quel vassal, gouverneur de province ou simple visiteur était forcément impressionné par la taille de cette salle et par cette forêt de colonnes qui s'étendait partout où le regard portait. C'était un bâtiment extraordinaire. Aux confins de l'Empire, un autre bâtiment va devenir l'une des 7 merveilles du monde. En l'an -353, l'épouse du roi Mosol fait édifier un tombeau de toute beauté en hommage à son défunt mari. Ce sera le mausolée d'Halicarnasse. Ce monument de marbre de 40 mètres de haut abritait une grande cour intérieure. L'édifice supportait une pyramide et était flanqué d'escaliers menant symboliquement au paradis. Plus de 2500 ans plus tard, le tombeau du président américain Grant à New York a été bâti selon le plan du mausolée d'Halicarnasse. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, les Perses sont les maîtres du savoir-faire le plus raffiné qui soit. Pourtant, au pied des colonnes, sous les palais éblouissants, les fondations de l'Empire vacillent. Et l'ennemi est à sa porte. Lorsqu'Athènes soutient une rébellion en Égypte et que les Grecs occupent la ville de Memphis, Artaxerxès quitte Persépolis. Il lance une campagne pour chasser les intrus et ramener l'Égypte dans le giron perse. Ce sera la dernière grande victoire perse,
En 424 avant notre ère, Artaxerxès meurt. Le pouvoir est laissé vacant. 8 décennies de lutte intestine et d'abandon rongent l'Empire. Pendant que la Perse s'embourbe dans les conflits et la corruption, un jeune prince macédonien étudie Hérodote et le récit de la vie du héros perse Cyrus le Grand. Cela lui donne envie de conquérir le monde. Son nom, Alexandre. En 336 avant Jésus-Christ, un lointain parent d'Artaxerxès accède au pouvoir et se choisit un nom royal, Darius III. On se souviendra de lui comme du roi qui perdit un empire. Pendant 4 ans, Alexandre et Darius III s'affrontent au cours de plusieurs batailles. Peu à peu, l'armée de Darius est repoussée à l'intérieur de ses frontières. En moins 330, Alexandre est aux portes du joyau de l'Empire, Persépolis. Alexandre a fait sien le respect des Perses envers les vaincus. Il n'autorisait pas le pillage, mais comment contenir une armée ayant conquis l'empire le plus majestueux de la planète? Peut-être que ces soldats étaient indisciplinés ou pleins de ressentiment à cause de l'incendie d'Athènes par les Perses. Quoi qu'il en soit, ils se sont déchaînés. Après avoir fêté la victoire, ils ont pillé le trésor. Et malheureusement, ils ont mis le feu à la ville. Alexandre n'aimait pas détruire. Persépolis a sans doute été brûlé pour le symbole. C'était un geste symbolique, pas destructeur. Les murs devaient être ornés de merveilleuses tentures, et le feu a dû prendre comme ça. Si Alexandre voulait vraiment devenir un roi achéménide, la dernière chose à faire, c'était de détruire Persépolis. Une fois que l'incendie a commencé, le feu a tout ravagé et a laissé des traces sur tout le site. Darius III échappe à la capture, mais il est assassiné par un de ses alliés au cours de la même année. Le dernier roi achéménide est mort. Alexandre lui offre de très belles funérailles. Plus tard, il épouse sa fille et s'autoproclame roi perse achéménide, rédigeant ainsi le dernier chapitre de l'histoire d'un empire qui s'étendait sur 3 continents et avait duré plus de 2700 ans. Alexandre, qui admirait les rois perses, poursuivra les assassins de Darius et les exécutera lui-même. Pour lui, seul un roi pouvait tuer un autre roi. Aurait-il tué Darius ? Probablement pas, car Alexandre n'a pas créé un empire. Il a conquis celui que Cyrus avait fait naître. Son génie a été de récupérer et d'utiliser la Perse, qui existait bien avant sa naissance. Un empire qui a légué au monde une culture, un raffinement et un luxe qui perdureront bien après la mort d'Alexandre. C'était Peter Weller.